Enchanté. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui sont dans la caméra, hein. On ne vous voit pas, mais on est avec vous et vous êtes avec nous. Eh bien, mon nom, c'est Jean-Luc Noël. Je suis psychologue et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment qu'on parle du vécu des soignants lors de la pandémie, qu'on aborde un peu ce sujet dans ce forum, donc, qui se veut, avec nos interventions qui vont être courtes, aussi un lieu d'échange, de débat et de partage sur cette question qui est vraiment importante, sur tout ce qui a pu être du vécu, qui peut être positif, mais qui peut être aussi, comme Fabrice le disait tout à l'heure, autour de la souffrance, autour de l'écart qu'il y a pu y avoir entre des pratiques que l'on aimerait avoir pensé meilleures et qui n'ont pas été forcément à la hauteur de nos attentes. Donc ça a été des moments qui ont été difficiles, tant en institution qu'à domicile. Et j'aimerais, voilà, on va tous aborder ce sujet d'une manière ou d'une autre avec notre expérience. Pour moi, juste, alors moi j'ai vécu le Covid essentiellement en EHPAD, hein, et vraiment beaucoup en institution, hein, et j'ai pu voir en effet quelque chose d'un vécu un peu singulier, parce que peut-être pour la première fois, les soignants étaient confrontés à s'occuper d'une maladie qu'eux-mêmes pouvaient porter, qu'eux-mêmes pouvaient avoir, donc avec une double inquiétude qui était autant pour eux, qui était pour eux, pour leurs proches, mais aussi de s'occuper des autres, donc dans une posture qui est loin d'être évidente, qu'on connaît mieux à l'hôpital. Quand on travaille en médecine infectieuse, on sait très bien que cette maladie peut se transmettre, mais ce qui pour les soignants d'EHPAD était quand même un petit peu complexe à aborder, parce qu'ils étaient véritablement engagés aussi dans un risque pour eux, dans un risque de transmettre et dans un risque qui était fort, et avec cette idée de la mort qui pouvait rôder. Donc c'était des moments qui n'ont pas été évidents. J'ai aussi souvenir de soignants qui étaient en difficulté pour rentrer chez eux. Enfin, il y a quand même des soignants d'EHPAD qui étaient exclus de chez eux parce qu'on disait qu'ils portaient la mort et qu'ils portaient quelque chose de difficile, alors que leur engagement était vraiment auprès des résidents. Donc quelque chose, à un moment qui a pu être compliqué. Et moi, dans mon analyse, je rejoins vraiment ce que disait Fabrice ce matin sur on est habitué en EHPAD, on est habitué en institution à avoir développé des valeurs, et en particulier un sens des valeurs de l'accompagnement autour de la liberté, autour de la fin de vie, autour de l'accueil des familles, qui a été véritablement mis à mal. Et pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, c'est vraiment cet écart entre l'idéal que l'on porte et ce que l'on peut réaliser. Et ça a été véritablement violent, enfin, sur des exemples qui sont assez classiques et banals, mais de se dire, enfermer quelqu'un dans sa chambre alors qu'il a besoin de déambuler, et qu'on sait que généralement l'absence de contrainte est ce qui est le mieux d'une manière thérapeutique ou d'une manière humaine, avec cette nécessité pourtant, pour le bien de tous, d'enfermer. Ça va être aussi sur limiter des visites de famille dans des moments évidemment et de vie, mais des moments aussi parfois de fin de vie, donc qui faisaient vraiment une grande souffrance pour les soignants qui devaient porter cette interdiction, hein. Porter vraiment cet écart avec la vie que l'on met dans un lieu qui se dit un lieu de vie, mais où le sanitaire prenait la part centrale, avec un retour des résidents qui était violent, en disant mais on s'emmerde, on est triste, et certains qui pouvaient se laisser aller, et d'autres par ailleurs, dans les endroits où ça pouvait bien fonctionner, qui pouvaient soutenir le personnel, hein. Tout n'est pas noir et tout n'était pas aussi tranché, hein. Mais ça a nécessité vraiment beaucoup d'interrogations dans une certaine urgence, beaucoup de réflexions, alors qu'on était aussi dans des moments de passage à l'acte. Donc moi, je vois vraiment que cette souffrance s'est posée à ces moments-là, et donc avec tous les aspects traumatiques qui peuvent exister, qui ont pu avoir lieu, et toute la nécessité après aussi, dans l'après-coup, de pouvoir reprendre ça en groupe d'analyse de pratique, en groupe de retour d'expérience, qui pouvait donner du sens aussi à ce qui avait pu se passer. Dans les autres choses, quand même, la mort, hein, enfin, qui est habituelle en EHPAD. Enfin, je veux dire, la mort en EHPAD est quelque chose d'assez habituel, et forcément, c'est un lieu où on meurt, hein, et c'est un lieu où on vit, mais c'est un lieu où on va vers la mort. Simplement, là, les soignants sont tout à fait habitués là-dessus, ont développé aussi des pratiques qui sont bonnes, et dans l'accompagnement de la fin de vie et dans la conception qu'on peut donner même sur les rituels. Mais là, la mort était quand même relativement traumatique, parce que c'est différent que d'avoir des morts, je sais pas, régulièrement, que d'en avoir parfois en 10 jours. Il
pouvait y avoir un nombre de morts qui était impressionnant. J'étais dans un EHPAD où il y a quand même eu 35 morts, hein. 35 morts en 2 semaines. C'est-à-dire que là, il faut aussi arriver à vivre avec. Et en plus des morts qui étaient tout à fait singulières, quand on parlait ce matin, oui, il n'y a pas de toilette rituelle, il n'y a pas de toilette mortuaire. Donc ça voulait dire aussi des sacs qui étaient mis dans un cercueil, hein. Et l'entrée, là, moi j'ai beaucoup de personnel qui me disaient vraiment dans ces aspects traumatiques qu'ils voyaient encore les cercueils derrière le côté gauche de leur œil qui traversait, hein. C'est qu'il y a eu aussi cette violence et cette souffrance dans le vécu d'accueillir la mort d'une manière totalement différente et finalement inhabituelle par rapport à tout ce qui avait pu se créer dans les EHPAD. Donc ça c'est un vécu, hein, c'est un vécu ça se transforme, soit ça reste traumatique, et il y a des gens qui ne s'en sont pas remis, il y a des gens qui ont décidé de quitter le métier, mais aussi c'est un vécu qui laisse à penser, qui aussi permet de remettre la fragilité de l'accompagnement des sujets âgés, la fragilité et l'importance peut-être des moments présents sur des choses quand les choses échappent vraiment rapidement, donc aussi peut-être de permettre aux EHPAD d'avoir une nouvelle réflexion sur le sens de l'accompagnement, le sens même de l'accompagnement de ce temps de la fin de la vie, et là je dis bien pas la fin de vie mais de la fin de la vie, et dans une certaine urgence relationnelle de faire vivre cette vie, parce qu'il s'est passé aussi des choses merveilleuses, il y a des bénévoles qui sont rentrés, hein. Il y a des formes d'animation qui ont été différentes, il y a eu l'utilisation de choses numériques qui ont permis aussi de créer de nouvelles modalités relationnelles qui sont un véritable plus. Voilà, c'était moi juste mon témoignage d'introduction sur ce vécu, pour ne pas simplement axer sur quelque chose qui était douloureux, parce que oui, c'était douloureux, mais c'était douloureux pour l'ensemble de la population, mais c'était douloureux pour les soignants vraiment dans l'écart, et c'est pour ça, quand on pense à souffrance professionnelle, épuisement, c'est vraiment l'écart entre son idéal, ce que l'on aimerait porter, et ce que l'on a pu réaliser. Là, l'écart a été parfois tellement grand que ça a pu créer une grande souffrance, et cette souffrance peut aussi créer une colère et une révolte qui est bénéfique, pas simplement dans la remise en question de l'autre, mais aussi dans un changement de pratique. Et c'est un peu peut-être aussi des choses qu'on peut aborder dans ce débat, dans cette réflexion. Paul Lou, si j'ai répondu. Voilà, rebonjour à tous. Merci Jean-Luc. Moi, je vais co-animer avec toi, Jean-Luc, l'atelier. Donc, ce que les soignants ont vécu durant la pandémie. Notre idée, c'est que au-delà, comme l'a dit très bien Jean-Luc, hein, au-delà des causes de la souffrance que l'on a tous en tête immédiatement, par exemple le manque de moyens pendant la pandémie, le manque de masques, etc., de s'interroger sur les expressions de cette souffrance, ce qu'elle dit de l'organisation des soins, ce qu'elle dit de la fonction sociale qui est donnée aux soignants, de se demander si on a raison de parler de souffrance ou pas, de se demander aussi plus largement si cette souffrance est vraiment liée au Covid ou si elle réactive des souffrances anciennes. Voilà, ce sont toutes ces questions qu'on voudrait partager avec vous, et l'idée c'est vraiment que vous preniez la parole, qu'on fasse quelque chose de dynamique, de vivant. Donc voilà, moi j'en dis pas plus pour l'instant. On a prévu un ordre qui est d'abord donc de donner la... Voilà, toi tu as déjà parlé, très bien. Donc Anne-Caroline Claus Verdreau, qui a donc avec moi mené une enquête sur la première vague, sur le vécu des soignants, va nous parler de cette enquête. Ensuite, nous aurons une intervention de Cécile Vinot, qui est formatrice pour les infirmiers, aide-soignant, pardon, excusez-moi. Et Alain Pess et Sandrine Louchard de la Chapelle, qui sont respectivement médecins internistes et gériatres, interviendront en fin de session. Et puis ensuite, on aura des échanges avec vous sur tout cela. Alors, je te laisse la parole, Anne-Caroline. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne-Caroline Claus-Verdreau, je suis médecin de santé publique et je travaille à l'Espace Éthique Île-de-France. Donc comme le disait Paul Lou, on a mené une enquête au cours de la première vague de cette épidémie, parce qu'il nous semblait intéressant et nécessaire de pouvoir un peu mieux comprendre le vécu des soignants pendant cette période et
de mieux comprendre aussi ce que les médias notamment ont appelé la souffrance des soignants. Voilà, donc on a mené une petite quarantaine d'entretiens pendant la première vague. Et si on s'intéresse aux mots que les soignants utilisent pour disons, décrire ce qu'ils ont vécu, il y en avait certains qui reprenaient le terme souffrance, hein, que nous-mêmes on utilisait dans l'entretien. Mais finalement, ils étaient assez nombreux à mobiliser d'autres mots, d'autres champs lexicaux pour décrire ce qu'ils avaient vécu. Et notamment, alors sans être exhaustive, hein, mais il y avait évidemment le champ lexical de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur aussi, du surmenage, le sentiment de vide aussi, d'être vidé, épuisé, le champ lexical de la colère aussi, l'idée de solitude, d'isolement, l'idée aussi d'avoir vécu quelque chose qui était de l'ordre du traumatisme, de la sidération, de l'ébranlement, le sentiment d'impuissance aussi bien sûr, et puis l'idée de violence avec le sentiment d'avoir été maltraité, abusé, etc. Voilà, donc pour résumer, finalement, on s'est rendu compte dans ces entretiens qu'on avait un peu tout un panel de vécus, de récits très divers, et que finalement, les soignants n'utilisaient pas tous forcément le terme souffrance pour décrire ce qu'ils avaient vécu. Et donc, on s'est interrogé sur la pertinence d'utiliser le terme souffrance pour raconter un peu ce que les soignants avaient vécu. Voilà, parce que ça nous a semblé un peu réducteur, hein, au vu de tout ce panel de vécu, et puis réducteur aussi parce que finalement certains soignants nous disaient très clairement ne pas avoir souffert et avoir plutôt bien vécu cette période. Et puis au-delà de ça, on s'est interrogé sur la pertinence du terme de souffrance parce que utiliser ce terme-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est une question qu'on pose, hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque de finalement réduire les soignants à une forme d'impuissance, à une passivité, et finalement de les cantonner à un rôle de victime et de finalement les desservir plus qu'autre chose plutôt que de leur rendre service, ce qui est évidemment notre objectif. Et puis aussi, me semble-t-il, il y a cet aspect de dire la souffrance des soignants, est-ce que c'est pas un peu trop englobant, au sens où il n'y a pas une souffrance uniforme en fonction des métiers, en fonction de la place dans la hiérarchie, la souffrance n'est pas la même, et donc dire la souffrance des soignants, est-ce qu'il n'y a pas un risque de finalement gommer certaines spécificités et donc de minimiser certains problèmes. Voilà, donc est-ce que c'est pas un peu trop englobant et en même temps un peu trop restreint, parce que finalement il y a plein d'autres métiers aussi qui ont souffert, qui ont été qui ont été amenés à prendre des risques dans leur pratique. Donc voilà, est-ce que c'est pas un peu trop à la fois englobant et en même temps trop étroit? Une autre question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que ce vécu avait d'inédit, enfin, en quoi est-ce qu'il marquait une différence avec l'avant. Et pour répondre à cette question, on peut s'intéresser aux difficultés, aux causes que les soignants invoquent pour expliquer leur souffrance, ou du moins leur vécu difficile. Et là, disons qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de difficultés, évidemment, qui étaient déjà présentes avant la crise, hein, des problématiques qui étaient déjà là, mais qui ont été mises en lumière, accentuées par la crise. Et puis peut-être d'autres difficultés qui sont plus spécifiques à la crise. Et alors, parmi les difficultés qui étaient déjà présentes, je vais pas détailler, mais c'est beaucoup quand même des difficultés qui sont de près ou de loin en lien avec des failles au niveau de l'organisation des soins. Alors j'en citerai 3. Il y a évidemment le manque de moyens, hein, que ce soit en matériel ou en personnel. Il y a aussi le défaut de solidarité, d'unité, de soutien dans les équipes. Parce que là aussi, la crise a mis en lumière un certain nombre de lignes de fracture qui étaient déjà là avant.
par exemple, voilà, entre les soignants et les administratifs, entre, je sais pas, entre les médecins et les infirmiers, etc. Et aussi là, dans le contexte de la crise, entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient en télétravail, ceux qui s'occupaient de patients Covid et puis ceux qui s'occupaient des patients non Covid. Voilà, donc tout un ensemble de lignes de fracture comme ça qui sont importantes à considérer. Mais quand même aussi, malgré tout, dans le contexte de la crise, à certains endroits, c'est à l'inverse plutôt un regain de solidarité qui a été partagé. Voilà, cette idée d'un retour au collectif qu'on a beaucoup entendu dans les entretiens. Voilà, donc le manque de moyens, le manque de solidarité à certains endroits, et puis troisième difficulté, la question des parcours de formation et d'encadrement. Et là, je pense que Cécile Vinot nous en parlera, puisque, comment dire, dans les formations dans le champ de la santé aujourd'hui, ce qui est vraiment au premier plan, c'est les compétences techniques, c'est la responsabilité technique, c'est l'exigence de rentabilité, etc. Et tout ce qui est de l'ordre de l'humain, du relationnel, passe un peu au second plan. Fabrice Xil le disait ce matin, hein, nous sommes fondamentalement des êtres relationnels, des êtres de relation. Voilà, mais c'est pas ce qui est mis en avant dans la formation en général, malheureusement. Alors c'est à nuancer, parce que là aussi, dans le contexte de la crise, il y a eu certains endroits, certains services où pour le coup les moyens étaient présents. Pour une fois, les équipes étaient en nombre suffisant, et donc on a eu un certain nombre de soignants qui nous ont partagé un peu ce sentiment d'avoir retrouvé le sens de leur métier, d'avoir pu retrouver un peu ce qui était essentiel pour eux, donc à savoir le soin relationnel finalement. Et concernant les difficultés qui cette fois sont plus spécifiques à la crise, Jean-Luc Noël en a déjà un petit peu parlé, mais et ce serait à discuter, mais me semble-t-il, ce qui est vraiment inédit, c'est la confrontation à la mort, qui était en particulier dans les EHPAD. Alors évidemment, les soignants sont pour certains habitués à ça, mais pas dans ces conditions et pas avec cette ampleur-là. Et puis Jean-Luc en parlait aussi, hein, le fait de devoir accompagner des fins de vie sans que la famille soit présente. Il y avait aussi là quelque chose de totalement inédit pour les soignants. Voilà, donc, pour résumer un peu, finalement, quand on regarde un peu toutes ces difficultés, il nous semble que derrière tout ça, finalement, ce qui se joue, c'est surtout un enjeu de reconnaissance. Et ça, dans les entretiens qu'on a menés, c'était quelque chose qui revenait beaucoup, cette souffrance liée au manque de reconnaissance qui se joue à plusieurs niveaux. Alors, je ne détaille pas, mais ce manque de reconnaissance, il se joue au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau sociétal. Au niveau institutionnel, un des aspects, c'est que les soignants sont souvent réduits à un rôle d'exécutant, et il y a une souffrance liée au fait que leur utilité relationnelle, disons, n'est pas reconnue. Et puis au niveau politique et au niveau sociétal, c'est cette idée que comment dire, que la reconnaissance est finalement sélective, hein. Il y en a qui seraient méritants pour recevoir une prime et d'autres non. Il y en a qui méritent d'être remerciés, d'être applaudis à 20h, alors que d'autres, on n'y pense pas. Je vous cite juste un verbatim d'une psychologue qui est assez parlant. Après, j'arrête. D'accord, ok. Donc je termine là-dessus. Donc c'est une psychologue qui nous disait, je cite, en bas de l'hôpital, il y a un énorme cœur qui a été fait par la ville du coin, où il y a écrit « Merci à tous les soignants, les médecins, les kinés, les infirmiers, les aides-soignants, etc. » Et il n'y a pas les psychologues. Voilà. Et... Comment ? On est les mal aimés. Bon, bah donc j'en reste Merci, là. désolé, mais bon, on va laisser la parole aux autres. Et les éléments que tu avais préparés, on pourra les faire revenir dans la discussion après. Je vais laisser la parole donc à Cécile Vinot, dont le micro ne marche pas. Je vais te donner le mien. Ah, il suffit de parler. Le mien, en tout cas, c'était comme ça. Voilà. Donc, formatrice pour les aides-soignants. Désolée pour cette petite erreur. Donc, bonjour, je suis Cécile Vinot, infirmière. Et donc, pendant la première vague, j'étais
formatrice dans un institut de formation pour les aides-soignants. Depuis quelques mois, je travaille dans un EHPAD, donc j'ai changé. Pour rappeler un peu le contexte du mois de mars donc 2020, on a arrêté les formations sur site, les cours se passaient en télétravail et par contre on s'était posé la question, est-ce qu'on va continuer à envoyer les élèves en stage, sachant qu'on se posait la question de notre responsabilité. On n'a pas eu besoin de se poser la question très longtemps parce qu'on a répondu à notre place en fait en nous demandant de mettre une liste à disposition en fait des élèves qu'on pouvait envoyer sur les sites, principalement sur les EHPAD. Donc moi je travaillais en Seine-Saint-Denis, on l'a vu ce matin, c'est un territoire qui a été particulièrement touché, tant au niveau des résidents, des patients, mais aussi des soignants. Donc dans les EHPAD il manquait beaucoup de monde, donc on a envoyé des élèves en stage pour pallier au manque de personnel. Quand les élèves arrivent en institut de formation aide-soignant, ce qui revenait souvent, c'était au moment du concours, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire un métier utile. Et en fait, cette crise, elle a permis de montrer que de vouloir être utile, en fait, on est passé au statut d'être utilisé. Ils ont été clairement utilisés. Un élève témoignait qu'au bout de 4 jours sur son terrain de stage, il était tout seul sur son aile. Il n'y avait plus de pro, en fait. Donc comment apprendre le métier, comment développer ses compétences quand on se retrouve tout seul dans ce contexte bien particulier, ça a été très compliqué. On se posait, pour répondre à la question de Caroline par rapport au terme de souffrance, est-ce qu'on a une certaine forme de légitimité pour parler de souffrance? J'ai envie de dire que oui, je pense que c'est important. En tant que soignant, on nous apprend ou on nous inculque qu'en fait, souvent, les problèmes, on les laisse au vestiaire. Une fois qu'on a mis la blouse, on est fort. Voilà, on se doit de tenir. À quel moment on a le droit d'exprimer aussi cette souffrance? On nous laisse peu de place, en fait. Or, cette période, elle a été vraiment trop compliquée, très, très compliquée. Le groupe que j'avais à l'époque, en fait, avait commencé en janvier. Donc, au mois de mars, ils avaient juste un stage en fait, ils avaient fait qu'un seul stage, le reste avait été que des cours. Donc, ils étaient vraiment tout nouveaux et ça a été extrêmement violent pour eux. Certains ont arrêté. Je me souviens d'une élève qui m'a appelé un soir en me disant « Là, c'est mon 5e décès dans la journée, je ne peux plus, en fait. » Le plus jeune de mon groupe avait 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, on est préparé à ce genre de choses? Je ne suis même pas sûre qu'à 40 ou à 50, on le soit. Là, ça a été vraiment très dur. Donc, cette souffrance, ils l'ont vécue vraiment très fortement. A contrario, d'autres ont continué leur stage, certains ont même fait du renfort. Et ils n'ont pas du tout parlé de souffrance. Pour eux, en fait, finalement, il fallait y aller. Ils étaient finalement un peu les derniers maillons d'une chaîne. Et ce qu'ils disaient, c'était si on n'est pas là, en fait, ils se rendaient bien compte qu'ils étaient tout seuls sur les terrains. Si on n'est pas là, il reste qui, en fait? Il n'y a plus de pros, il n'y a plus que nous. Donc on va devoir faire avec. Il y a un phénomène qui a été assez surprenant. Si on peut parler de résilience, en fait, faut savoir que dans certains établissements, on protocolise beaucoup les soins. Alors une toilette, ça se fait en temps de minutes. Voilà, tu as cet étage, tu dois faire comme ça, et tout est très réglementé, tout est très protocolisé. Là, en fait, les élèves me témoignaient que quand ils se sont retrouvés que entre élèves sur les étages, donc avec des résidents confinés, enfermés dans les chambres, sans activité, sans rien, et ben en fait, ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Pas n'importe quoi, mais par contre, ils ont vraiment pu se réapproprier le soin, se réapproprier une relation de soin. Ils ont construit vraiment une relation particulière parce que les codes habituels avaient explosé. Donc finalement, ce qui aurait pu être une souffrance, ce sentiment d'être utilisé, ils le disaient très bien d'ailleurs, on a été délaissés, ils avaient des sacs poubelles pour se protéger, ils étaient rationnés au niveau du nombre de gants, au niveau du nombre de masques, etc. Donc ils ont fini par le transcender en fait en se construisant eux-mêmes entre eux leur propre manière de tenir en fait durant cette période. Donc la souffrance pour moi elle est importante aussi, donc pas que l'aspect on va dire pathos de ceux qui ont arrêté parce qu'ils étaient traumatisés, mais aussi dans l'expérience de la souffrance éthique. Fabrice en a parlé ce matin, je pense que c'est important qu'on appuie un petit peu là-dessus. La souffrance éthique, on la vit, nous souvent soignants, c'est quand on est amené à faire des actions qui vont contre nos valeurs. Les élèves, en général, ils ne la vivent pas tellement, cette souffrance éthique. Ils sont plutôt préservés, ils sont dans le faire, ils sont dans l'apprentissage. Et on va dire que ce sont des questions qui ne vont pas forcément se poser. Là, le fait d'être seul face à ces résidents souvent enfermés dans leur chambre et très isolés, et qui du coup n'allaient pas très bien, ou même face à la mort, cette souffrance éthique, ils l'ont vraiment découverte, à mon sens, peut-être un peu trop tôt, en fait, dans leur parcours de formation.
Et du coup, moi, je m'interroge vraiment sur comment ça va être travaillé, comment ça va être, on va dire, transformé plus tard dans leur parcours soignant. Faut savoir qu'on n'a pas vraiment eu de temps avec eux pour en rediscuter. Quand on est enfin revenu en présentiel, je m'attendais à un mouvement de révolte, je m'attendais à ce qu'on me dise, mais c'est pas normal ce qu'on a vécu. Ben non, en fait, pas du tout. Ça a été... Est-ce qu'on était encore dans le domaine du trauma ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, ceux qui étaient sur le terrain à cette période-là n'en ont plus parlé. Là, j'en ai fait travailler certains, travailler avec moi maintenant qu'ils sont diplômés, et pareil, ils ne parlent pas du tout de cette période. C'est assez surprenant en fait, et je retrouve ça dans les professionnels avec qui je travaille en ce moment, où en fait ils me parlent de cette période, ils me parlent de souffrance, mais ils me disent on l'a mis sous le tapis. Et c'est assez surprenant, non pas qu'il n'y avait pas les moyens de laisser s'exprimer cette souffrance, mais comme si vraiment on avait intégré le fait que non, la souffrance, on ne doit pas en parler. Le fait même, je pense qu'on se pose la question, est-ce qu'on est légitime pour parler de la souffrance des soignants, etc. Pour moi, ça me pose vraiment question. La blouse ne préserve pas des émotions, la blouse ne préserve pas du trauma. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore 2 secondes ou 1 minute. Je voulais juste rajouter qu'en fait, ce qui s'est passé pendant la crise, et notamment la manière dont les parcours de stage des élèves ont été un peu bouleversés, c'est pas vraiment surprenant. Ça fait partie aussi d'une logique qui est institutionnalisée dans le domaine du soin. On fonctionne depuis pas mal d'années sur une rationalisation des soins, on fonctionne à flux tendu en personnel, etc. Donc finalement, la crise, elle a juste fait émerger ça. Les élèves sont régulièrement utilisés dans le sens où aujourd'hui il manque quelqu'un, on va mettre l'élève sur cette aile. Là, ça a juste été beaucoup plus explosif, beaucoup plus montré, ça a été finalement décomplexé. Voilà, ce matin, j'ai bien aimé la question, et si ça devait recommencer, qu'est-ce qu'on ferait ? Alors, j'ai pas une vision très optimiste non plus. Je pense qu'on est toujours dans cette même logique, et il va falloir vraiment qu'on se donne les moyens justement de faire des réflexions autour de ces questions-là, pour essayer qu'on reproduise pas les mêmes schémas. Mais il faudrait sortir de cette logique de rationalisation des soins et de fonctionnement à flux tendu un peu partout. Je vais donner la parole à nos collègues de Monaco. Excusez-moi, ça marche. Sandrine de la Chapelle, donc moi je suis psychiatre et gériatre, et donc je suis responsable de la filière gériatrique à Monaco. La filière gériatrique, juste pour planter le décor, elle comprend un service de gériatrie aiguë, un SSR, 135 lits du SLD, une unité cognitivo-comportementale et 2 EHPAD. Donc et l'HAD, oui, c'est effectivement l'HAD, TAD, SIAD. Donc en fait, on m'a demandé de parler de la cellule d'accompagnement psychologique qu'on a mis en place. Donc au moment du premier confinement, qui correspondait donc à mi-mars jusqu'au début mai pour Monaco. Et donc en fait, on a eu une réflexion par rapport effectivement à ce que vivaient les soignants. On en a parlé de ces problématiques au niveau du matériel. On leur a demandé de changer leurs horaires, leurs emplois du temps. Ils faisaient face à une situation particulière, aussi bien au niveau de leur lieu de travail qu'également au domicile. Il y avait également tout ce qui était des discours qui étaient des fois incohérents, venant même de la part des sachants, c'est-à-dire des médecins. On a bien vu des fois des discours un petit peu contradictoires, donc c'était compliqué. Et on a eu une réflexion et on a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique en redéployant en fait les neuropsychologues et les psychologues cliniciens au niveau des unités. Donc que ce soit au niveau des unités d'hospitalisation qu'au niveau des EHPAD. Et en fait, sur une durée d'environ 7 semaines, de façon, je vais vous donner un peu les chiffres, il y a eu les moyens utilisés, c'était variable selon les affinités des psychologues et des neuropsychologues, ce qu'ils voulaient mettre en place. Il y a eu des sessions en groupe et des sessions aussi on va dire en individuel. Donc ça pouvait être des sessions d'information sur
sur le SARS-CoV-2, mais également sur la formation sur la gestion du stress, sur des groupes d'hypnose à visée de relaxation, des séances d'hypnose en individuel, des discussions informelles. Ça pouvait être des discussions, on va dire, de couloir, des entrevues planifiées, des temps de parole, des temps d'écoute. Donc c'était un petit peu diversifié. Il y a eu 275 interventions sur cette période. On a essayé de comptabiliser pour regarder un petit peu ce qui s'était fait. 21% ont été faits en groupe et 80% à peu près en individuel. Au total, il y a 370 professionnels qui ont été rencontrés, 87% de soignants et 13% de non-soignants. Et environ plus de la moitié ont été rencontrés plus d'une fois. Et après, on leur a fait passer un petit questionnaire pour leur demander quel était le ressenti par rapport à la mise en place de cette cellule d'accompagnement psychologique. Et on a eu des résultats qui étaient satisfaisants. On essayait de voir un petit peu si ça leur avait permis de se sentir mieux au niveau de leur lieu de travail, mais également au niveau individuel. Et on a vu des démarches même de prise en soins personnels de soi, de choses qui ont été mises en dehors du travail, et donc d'aborder un petit peu le fait d'être bien soi-même, puisqu'effectivement le fait d'être bien, ça permet d'être mieux au travail et de soigner l'autre. Donc en fait, ça a été ce redéploiement qui, en fait, après, une fois que le confinement, enfin le premier confinement s'est arrêté donc début mai, ont permis il y a des maintiens de certaines séances d'organisation d'hypnose en groupe. Donc il y a eu un lien qui s'est renforcé, et il y a eu un maintien de certains entretiens même qui ont permis après de déboucher sur une prise en charge à l'extérieur, bien entendu pas avec les psychologues de la filière, mais il y a eu une sorte de cohésion qui s'est faite avec cette cellule d'accompagnement psychologique. Voilà, donc de façon très factuelle. Et là, je vais passer la parole donc au professeur Alain Pess. Ça marche. Bonjour, merci aux organisateurs de nous avoir invités à participer à cette réunion. Merci de votre présence. Oui, moi j'étais chef de département de la filière gérontologique jusqu'à l'année dernière, date à laquelle j'ai malheureusement été évincé par ma voisine de droite, qui était alors mon adjointe, et je m'en réjouis fortement, bien sûr. Et donc, je suis médecin interniste et j'exerce maintenant des fonctions de conseiller auprès du département des affaires sociales et de la santé de Monaco. Bon, je ne vais pas être long, je vais juste dire quelques éléments de mon vécu. Et peut-être aussi dire en préambule que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu ce matin. Je ne pense pas que la Covid, ça soit la première pandémie à laquelle on a été confronté. C'est certes la première pandémie à transmission aérienne à laquelle on est confronté, mais avant, il y a eu une pandémie bien plus grave qui était celle du sida. Et fatalité, ce matin, très tôt avant de venir, je lisais le New England Journal of Medicine, qui est paru ce matin, et dans lequel il y avait un article qui était extrêmement intéressant et qui relatait justement 40 ans plus tard, 40 ans après la première publication parue dans le Morbidity Mortality Weekly Report de mai 1981, les premiers cas de pneumocystose survenant chez des jeunes homosexuels qui donc étaient les premiers cas de sida publiés, parce qu'il y en avait eu bien avant. Et en fait, ça faisait donc au mois de mai 40 ans que la première publication avait eu lieu, et ils ont interrogé 76 médecins qui avaient vécu cette pandémie en tant que trentenaires à l'époque. J'en fais partie. J'avais 30 ans en 1983, et ces personnes, ils les ont interrogées aujourd'hui pour savoir quel avait été leur vécu. J'ai fait un parallèle dans ma tête avec ce qui se passe au niveau de la Covid et avec les questionnements qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et en fait, donc ce sont des gens qui ont, je peux en témoigner, beaucoup souffert. Certains peut-être dans la salle ont vécu ce qu'était l'épidémie de sida, mais peut-être moins tôt que moi, parce que je suis peut-être un des plus âgés ici, ou probablement le plus âgé. Et effectivement, les soignants ont beaucoup souffert, les soignants avaient peur, et pas que les soignants, on y reviendra. Et en revanche, un certain nombre de, mais ça on le savait, un certain nombre de médecins qui ont été interrogés disent « Mais moi, s'il n'y avait pas eu le sida, je ne serais pas devenu médecin hospitalier, je ne
ne serais pas devenu professeur, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, je n'aurais pas eu un tel intérêt pour les maladies infectieuses, etc. Donc oui, non, il y a eu un précédent. Certes, ce n'est pas la même chose. Je précise toutefois qu'au début de l'épidémie de sida, on ne savait pas comment ça se transmettait. Après, on a compris, bien sûr, que ce n'était pas par voie aérienne, mais au tout début de l'épidémie, et ça a duré plusieurs mois, les gens étaient isolés, on mettait un masque, on s'habillait, et on avait très peur d'aller les voir. Et j'ai connu des médecins et du personnel qui refusaient d'entrer dans les chambres de ces patients. Donc, en fait, ce n'était pas la première fois. Alors, c'est différent, hein. Au passage, quand même, 32 millions de décès pour le sida, 4,5 millions probablement sous-estimés pour la Covid à l'heure actuelle. 32 millions de décès pour le sida. Alors, est-ce qu'on a été surpris? Alors, j'étais très amusé. Est-ce qu'on a été surpris par l'épidémie de Covid? Alors, ce matin, j'entends dire que oui. On aurait pu peut-être être un peu moins surpris parce que quand même les Chinois en parlaient depuis un petit moment. Il y avait eu des articles en 2008 sur des coronavirus qui déjà commençaient à muter et pourraient éventuellement passer de la chauve-souris à l'homme. Donc ce n'était pas tout à fait un scoop de savoir que les coronavirus allaient arriver. La preuve en est qu'aujourd'hui on travaille quand même sur des vaccins qui agiraient sur une arborescence bien plus haute que ceux d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on a été surpris parce qu'on n'avait pas les moyens. C'est avant tout ça. Et par contre, ce qui m'a amusé, c'est que les Américains, dans cet article du New England, en pleine crise des sous-marins, ils terminent leur article par une citation d'Albert Camus. C'est extraordinaire, un auteur français. Ils ont voulu vouloir se rabibocher avec la France. Et ils terminent par une citation prise dans La Peste qui dit qu'en général, les guerres et les fléaux n'arrivent pas dans un ciel pur, dans un ciel bleu et pur, mais elles arrivent toujours par surprise. Alors peut-être certains trouveront que c'est vraiment par surprise que la Covid est arrivée. Bon, je voulais juste vous faire partager cette lecture qui, à mon avis, peut être mise un petit peu en parallèle. Très rapidement, à Monaco, c'est un petit pays, Monaco. On a eu très peu de cas. Je ne sais plus d'ailleurs combien on en a eu. Je crois que c'est 3313 à ce jour. Hier soir, il y en a eu 6 nouveaux cas de Covid. Petit pays de 34 000 habitants. Donc on est dans un registre très différent. Les urgentistes avec qui j'ai discuté, tant le personnel d'ailleurs, tant les agents, les infirmières, les aides-soignantes et les médecins m'ont dit, mais nous on était en ordre de marche, on s'attendait à la guerre, et en fait on n'en a pas eu. On a très peu eu de cas. Les réanimateurs, c'est pas pareil, parce qu'ils ont concentré les cas difficiles. Pour les soignants, pour ma part, je les ai trouvés, comme Sandrine l'a sûrement dit, comme d'autres, mais je les ai trouvés perdus au départ, pour certains avoir peur, mais je voudrais surtout qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas que les soignants, et qu'il y a tout le personnel hospitalier, je dis tout le personnel hospitalier, et qu'avec Sandrine, nous nous sommes battus pour que justement, ça ne soit pas que les soignants qui aient des masques, mais que tout le monde ait un masque. Et que toute personne, quel que soit son métier, le plombier, l'électricien, tout le monde qui entrait dans la filière gériatrique, qui est un bâtiment à part, soit porteur d'un masque. Ça, c'est quelque chose. Ça a été notre travail, en fait, si vous voulez un vécu, ça a été notre travail quotidien à tous les deux. Le matin, on s'occupait des masques. On les appelait les schemas, d'ailleurs. Hein, on avait inversé. Hein. Je terminerai par deux erreurs que vous connaissez aussi bien que moi. La première, c'est qu'en médecine, moi je le disais toujours aux gens qui travaillent avec moi, je n'ai pas la prétention d'être plus malin que les autres, hein, c'est pas ça, je vous donne juste un témoignage. Hein. Je disais toujours, si vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic, sur la démarche diagnostique, sur le traitement d'un patient, surtout que ça ne soit pas su du patient. Mettez-vous d'accord avant et après faites front commun en matière d'information. Sinon, c'est dramatique. Là, il y a une perte de conscience immédiate. Or, sur les masques, sur les traitements, sur les vaccins, eh bien, je pense qu'il y a une erreur éthique qui a été faite par beaucoup de se contredire devant le personnel, devant les autres médecins, devant les malades et les familles. Et enfin, pour terminer, une erreur aussi qui personnellement m'a fait souffrir quand j'ai entendu et qui fait perdre beaucoup de sens et qui est totalement irrespectueuse envers les patients, les résidents et ceux qui s'en occupent, quel que soit le niveau, et leur famille, c'est quand j'ai entendu des gens qui ont dit, et on avait entendu la même chose pour la canicule en 2003, de toute façon, ils seraient morts quand même, parce que de toute façon, c'est des personnes âgées en EHPAD, elles seraient mortes dans 6 mois ou dans 1 an, alors qu'elles sont mortes de la Covid. Ça, c'est inadmissible sur le plan éthique, c'est évident. Voilà, donc ça, je pense qu'il ne faudrait plus entendre des choses pareilles. Voilà, juste un témoignage qui est le mien. Merci.
Un beau témoignage. J'aime bien votre rappel des années SIDA. Et j'ai même en souvenir qu'au début du Covid, certains internistes que je connaissais étaient très désemparés parce qu'ils voyaient venir quelque chose qu'ils avaient déjà connu, hein, et qui les mettait vraiment dans un embarras, ce qui n'était pas rassurant d'ailleurs pour nous. Mais il y avait vraiment cette question, cette inquiétude. J'aime bien aussi tout ce que vous avez pu tous dire sur cette idée, oui, ça reste entre nous, et sur cette idée de la blouse. Enfin, je crois que là, on redécouvre, on semble redécouvrir que les soignants ont une âme, hein, et que les soignants pensent et ressentent, hein, que ce soit de la souffrance ou que ce soit un vécu, que ce soit du plaisir, et que ça fait partie intégrante du soin. Donc ça peut être évidemment une entrave, hein, quand la souffrance est trop grande, c'est une entrave à la relation à l'autre, mais ça veut dire aussi, c'est bien quelque chose de professionnellement à gérer. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que il faut qu'on arrive à gérer ce vécu, ces émotions que l'on va éprouver au contact de l'autre et parfois avec effroi, hein, pour que ça reste du professionnel. Et c'est là où vraiment, si on peut donner ces enseignements-là aussi aux écoles, c'est pas on met la blouse et on met de côté ou sous le tapis, non, c'est on travaillera avec, on en fait que ce vécu qui potentiellement est une souffrance se professionnalise, c'est-à-dire se parle, se transforme en valeur, se transforme en pratique pour qu'il n'y ait pas une incidence délétère pour les patients. Je trouve que c'est important parce que vous l'avez dit avec les étudiants ou avec les professionnels que vous avez rencontrés. Après, je trouve malgré tout qu'il est très embêtant que ce soit mis sous le tapis, parce que le problème, sous le tapis, ça disparaît jamais. Et puis de temps en temps, on bouge les tapis et ça ressurgit. Donc ça veut bien dire aussi dans l'enseignement que vous nous donnez, c'est qu'il faudra bien le parler à un moment donné. Il faudra bien en faire quelque chose. Et ce qui est de l'ordre du trauma, il faudra bien le digérer quand même. Et il faudra en faire. Et vraiment, pour rejoindre ce que vous dites, on ne va pas le dire devant le résident, devant le patient, ce que l'on éprouve comme doute. Et c'est bien vraiment à professionnaliser. Je crois pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Vous avez très bien parlé finalement du soutien que vous avez pu mettre en place, du soutien psychologique et de cette nécessité qui s'est mise un petit peu partout et qui disait pas simplement vous avez un problème individuel, c'est que c'est un problème qu'on rencontre dans le travail, qui peut toucher quelque chose de l'ordre de l'individuel, mais qui doit aussi se gérer dans le travail. Enfin, je crois que dans les enseignements que cela donne, c'est quelque chose de primordial.